la haute autorité de lutte contre la corruption a été créée dans un contexte bien précis. Le Congo, vous le savez, n'a pas toujours été un bon élève dans les classements qui touchent à la corruption. Et donc, de façon générale, lorsqu'une institution qui a pour objectif de lutter contre la corruption, on ne peut que l'accueillir de la meilleure des façons et souhaiter qu'elle réussisse. Je constate par voie de presse et de médias des efforts de communication qui sont faits sur justement l'existence de cette institution. Des communications qui sont faites pour sensibiliser, n'est-ce pas, la population congolaise et j'imagine les personnes en charge des questions publiques sur les méfaits justement de la fraude, la corruption et toutes les infractions assimilées. Et je crois qu'il s'agit d'une action de vulgarisation de l'intérêt, n'est-ce pas, de cette démarche pour la bonne marche de notre pays, qui très nécessairement pourrait contribuer à l'amélioration de la gouvernance des institutions publiques et donc de facto, n'est-ce pas, à l'amélioration de la qualité des recettes, entre autres, n'est-ce pas, de nos régies financières, ce qui est très intéressant. La création de la ALC, c'est suite au rapport que l'Amir Nguélé avait fait, que la population attend jusqu'à aujourd'hui. Ça fait presque 5 ans, les rapports de l'Amir Nguélé, qui avait dénoncé, sinon cité quelques cadres de ces pays, quelques membres du gouvernement. Et jusqu'à aujourd'hui, cette affaire est classée sans suite. Donc nous voulons que la ALC puisse tenir compte du rapport laissé par l'Amir Nguélé. Tant que la ALC ne tenait pas compte de ça, on considère comme si la ALC ne faisait rien en fait. Quand vous venez me voir 3 ans après, la question que je me pose, quel est le problème que la haute autorité de lutte contre la corruption a pour ne pas bouger? Je ne dis pas que j'ignore les actions qu'elle a menées. J'ai suivi qu'elle a suivi les problèmes des diplômes, des examens, du bac, du brevet, etc. J'ai suivi qu'elle a fait des carnavals. J'ai suivi qu'elle a été à l'intérieur du pays. Mais je me rappelle toujours de la déclaration du Premier ministre de Singapour qui a dit « Quand vous luttez contre la corruption, il faut vous en prendre d'abord aux plus grands. Et quand vous vous en prenez aux plus grands, les petits disparaissent d'eux-mêmes. » Je sais que la mission qu'il a reçue, que le président de la haute autorité a reçue n'est pas une mission facile. Mais il faut qu'il sache que c'est une mission qu'il a reçue. Il faut qu'il s'arme de courage et qu'il avance parce que le Congo a véritablement besoin de ce que nous avançons dans la lutte contre la corruption. Je pense que l'obligation de déclaration de patrimoine, n'est-ce pas, pour des personnes nommées à des hautes fonctions publiques, est une démarche qui vise justement à augmenter, prêtement à l'expression, le niveau, n'est-ce pas, de transparence de la gouvernance des institutions publiques. Ailleurs, cela est un fait. Chez nous, cela paraissait encore difficile. Cela a été fait, je crois, à l'occasion de la nomination des membres de notre actuel gouvernement. Les populations se posent encore des questions quant à la sincérité, n'est-ce pas, de ces déclarations. Mais il s'agit pour moi d'une démarche qui vient d'être lancée, n'est-ce pas. Il s'agit d'une nouvelle habitude qui va s'implémenter dans la mentalité des dirigeants, n'est-ce pas, des institutions publiques. Et nous sommes convaincus que ce pas qui a été fait nécessairement connaîtra des évolutions qui auront manifestement des conséquences sur la manière dont les personnes en charge, n'est-ce pas, du management des institutions publiques entretiendront leur rapport avec les sources de financement, n'est-ce pas, des institutions qu'ils dirigent. Donc je crois très sincèrement qu'il s'agit, à travers cette déclaration, n'est-ce pas, de patrimoine, préalable à la prise de fonction, d'une interpellation des différents dirigeants à gérer au mieux, n'est-ce pas, les ressources publiques mises à leur disposition. Le Congo était dans une situation de faillite totale. Et donc, vous avez des institutions comme le FMI qui ont obligé le Congo à lutter contre la corruption. Ce n'est pas du fait du Congo ou des institutions congolaises de vouloir lutter contre la corruption. Donc, on ne peut pas par là dire que parce qu'il y a eu un article de la Constitution qui oblige les autres autorités justement à justifier leur patrimoine, que sur un seul fait qui n'est même pas présenté dans un rapport, dire qu'aujourd'hui cette institution est une institution qui a rempli son rôle.
Non, on ne peut pas dire ça. On peut parler déjà de victoire, parce que déjà si ça ne se faisait pas avant et que maintenant ça se fait, c'est un pas vers, un grand pas vers cette victoire. Mais il en est aussi dans la faisabilité de la chose, parce que les autorités vont bien déclarer leur patrimoine, c'est vrai, mais est-ce qu'ils vont tout déclarer? Ça, on ne le sait pas. Donc, c'est à cette institution-là de bien faire son travail, je pense. Mais je pense que les efforts sont en train d'être consentis dans ce sens déjà. Je ne pense pas que ça soit une victoire à capitaliser, parce que déjà, la déclaration des patrimoines de hautes autorités, ça s'est fait, c'est d'abord scellé, et ça s'est fait comment? Moi, je suis nommé ministre. Je vous dis, telle villa, telle voiture, telle maison m'appartient. C'est tout. Et vous me croyez? Non, ce n'est pas transparent. Il faudrait que la HALC puisse enquêter sur le bien de certaines autorités, puisque nous, dans nos quartiers, dans nos villes, nous connaissons les biens des autorités. Ça ne doit pas se limiter à ce que moi-même je viens dire, ça sont mes biens. Il faut que la HALC enquête. Est-ce que mes biens ne sont que ça? Et les autorités qui ont des biens dans nos quartiers. Je ne pense pas que c'est une victoire. Et pire encore, il y a eu des élus dernièrement, on a voté les sénateurs. Est-ce qu'ils ont déclaré leur patrimoine? Ça s'est fait en 2021, mais depuis 2021, il y a eu les élus sénatoriales, il y a eu les maires de ville. Je ne pense pas qu'ils ont déclaré leur patrimoine. Nous étions tous très heureux lorsqu'on a adopté la Constitution du 15 mars 1992 et qu'on a fait apparaître cette notion de déclaration du patrimoine. Je n'ai pas bien suivi comment elle a été appliquée sous le président Lissouba. Mais après qu'on ait connu la guerre du 5 juin 1997, nous avons adopté la Constitution du 20 janvier 2002 et il y a un article 48 qui était clair. Tout citoyen élu ou nommé à une haute fonction publique est tenu de déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonction et à la cessation de celle-ci. La non-observation de cette disposition entraîne la déchéance. Ça, c'est en 2002. Et vous savez, quelqu'un qui est mort, pour qui j'ai eu beaucoup de respect et j'ai une pensée noble, le ministre Nchaïbi a écrit un livre là-dessus, dans lequel il explique les difficultés qu'il a eues en tant que ministre, membre du gouvernement, de faire adopter le texte d'application de cette disposition. Il a dit qu'il ne comprenait pas. Et qu'à chaque fois qu'il a amené ce dossier au Conseil des ministres, ça ne passait pas. Bon, je dois reconnaître que lorsque le Collinet Makosso a été nommé Premier ministre, dans son annonce, dans sa politique, dans son discours de politique gouvernementale, il avait clairement annoncé qu'il allait s'en occuper. Il s'en est occupé, mais malheureusement, ça n'a pas été conforme aux dispositions de la Constitution. Et moi, je vous avoue, je crois qu'à l'occasion, je vous remettrai les documents. J'ai introduit un recours à la Cour constitutionnelle. Ça s'est fait pendant un an, mais vous avez vu que depuis pratiquement mi-2022 et pratiquement toute l'année 2023, il n'y a plus de déclaration de patrimoine. Parce qu'il faut adapter le texte d'application à l'esprit de la Constitution. Et ça pose des problèmes. Ça nous amène aujourd'hui à la conclusion qu'aucune personnalité congolaise élue ou nommée à une haute fonction publique n'a déclaré son patrimoine conformément à la loi depuis 2002. Et c'est une situation qui doit préoccuper la haute autorité de lutte contre la corruption pour qu'elle regarde exactement qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle doit conseiller au niveau du gouvernement pour que la déclaration de patrimoine puisse reprendre, parce que c'est quelque chose qui est indispensable si on veut vraiment être dans la bonne gouvernance. Vous parlez d'un gain de 3 places, c'est nécessairement une avancée. C'est peut-être pas le niveau souhaité, n'est-ce pas, par les populations, c'est peut-être pas le meilleur classement qu'un pays puisse espérer, mais il s'agit très nécessairement d'un indice de ce que la lutte contre la fraude et la corruption est effective en République du Congo, puisque les institutions internationales en charge de la notation des États pour ce qui est, n'est-ce pas, du niveau de corruption, ont constaté qu'il y a une évolution de la lutte, n'est-ce pas, contre ce fléau. Donc on ne peut que se réjouir de ce gain de 3 points.
qui, nous en conviendrons, n'est pas suffisant. On souhaiterait très certainement que nous gagnions des meilleures places parce qu'il faut avouer que si nous sommes placés 183e, c'est tout dire de ce que nous sommes en fait en queue de peloton en la matière et qu'il y a très nécessairement des pays, même africains, qui à ce titre-là, à ce niveau-là, ont un meilleur classement que le nôtre. Mais c'est une démarche dynamique. Hein, passer de la 186e à la 183e place est bel et bien la preuve, n'est-ce pas, qu'une intention manifeste de notre gouvernement va dans le sens, n'est-ce pas, de la lutte contre la corruption et que des indices de victoire, dussent-elles être modestes, n'est-ce pas, sont constatés sur le terrain de la lutte contre la fraude et la corruption. Effectivement, c'est une avancée significative. Déjà que les chiffres eux-mêmes parlent, alors je pense qu'on peut dire bravo à cette commission-là. À cette institution plutôt. Je dirais avancée significative, oui, mais ce n'est pas encore suffisant. Vous voyez, nous sommes dans les profondeurs du classement et on serait heureux d'être dans le Canada descend. Ce ne serait pas mauvais. Mais, vous savez que le deuxième pas commence par le premier. Et petit à petit, je crois qu'avec les efforts que la HALC est en train de fournir, on ose espérer que l'année prochaine, on pourra gagner des points de plus. Mais mieux vaut cela que rien. Mais franchement, ça me fait même rire, quoi. Ils n'avancent pas. Mais le Congo, c'est un pays corrompu. La corruption est là, nous voyons bien qu'il y a la corruption. Si au moins on pouvait venir jusqu'à 60e place ou 50e, là on peut parler d'une victoire. Je ne pense pas que ça soit une avancée. On aurait pu dire qu'on a avancé. On aurait pu également apprécier positivement le fait qu'on ait gagné des places. Mais ce que je dis, et c'est là où j'attire l'attention de la haute autorité de lutte contre la corruption, quand elle fait cette analyse, il faut préciser aux Congolais que l'indice de perception de la corruption au plan international, tel qu'il est calculé, c'est une note sur 100. Et la note du Congo est de 21 sur 100. Vous voyez bien que si vous avez une note de 21 sur 100, elle n'est pas bonne. Évidemment, si vous gagnez 3 places, c'est déjà une bonne chose. On sent qu'il y a une volonté d'amélioration. Mais c'est pour ça que lorsque la Cour constitutionnelle a pris la décision de dire qu'il ne fallait plus que ça se fasse, l'exécutif doit réagir en adaptant son texte. Je suis sûr que s'il l'adapte et s'il se met à faire des déclarations de patrimoine, je suis sûr que nous allons progresser, mais il faut qu'il le fasse. Oui, nécessairement. En tout état de cause, la dénonciation est l'un des moyens de mise à disposition, n'est-ce pas, de l'action publique contre les infractions d'information permettant justement de lutter contre celles-ci. Donc la HALC n'invente pas ce procédé parce que même le procureur de la République peut être effectivement saisi, ne serait-ce que par voie de dénonciation. Donc cette vulgarisation, cette information portée, n'est-ce pas, vers les populations sur l'un des moyens permettant de manière citoyenne, n'est-ce pas, à contribuer à la lutte contre la fraude et la corruption est une très bonne chose. Il faut peut-être en éviter les écueils, hein, c'est-à-dire que ce mécanisme, ce numéro vert ne devait pas servir éventuellement à des règlements de compte ou à des dénonciations, je dirais, calomnieuses. Parce qu'on sait combien les Congolais ont l'habitude, lorsqu'il s'agit de rechercher, prêtez-moi cette expression, ce qu'on appelle le buzz, de s'inventer, n'est-ce pas, des histoires et même de faire de l'intox, n'est-ce pas, sur les moyens de communication mis à notre disposition. Donc, excepté l'usage pernicieux qui pourrait être fait, n'est-ce pas, de ce mécanisme de dénonciation, il faut reconnaître qu'il s'agit là d'une démocratisation, d'une avancée, ne serait-ce que démocratique, dans la mesure où ces dénonciations permettent même, n'est-ce pas, d'élargir le champ de démocratisation politique de notre pays, dans la mesure où le dénonciateur se sent impliqué, n'est-ce pas, dans la vie de la nation, pourvu, je le souhaite très sincèrement, que ces dénonciations portent sur des faits réels, éventuellement documentés, et que cela permette effectivement à la haute autorité de lutte contre la fraude et la corruption d'être informée par ce moyen-là de commission, n'est-ce pas, d'infractions réelles en lien avec ce fléau qu'est la corruption. Voilà. Ben, il y a deux choses. La première chose, c'est que ces outils de dénonciation de la corruption, première chose, il faudrait que la société civile,
je dirais de façon large, soit intégrée. Justement à faire en sorte que ces outils soient installés, fonctionnent réellement, mais que je dirais que ces outils ne s'arrêtent pas uniquement à la simple dénonciation. Parce que ce que le peuple attend pour dénoncer, c'est que lorsqu'il dénonce, la justice prenne le relais. C'est principalement ça. Il ne s'agit pas uniquement de mettre en place des outils où il faut dénoncer ceux qui sont responsables de la corruption, mais il s'agit de dénoncer, mais qu'ensuite ceux qui sont responsables de la corruption soient en face de la justice, hein, et assument ce qu'ils font. Et donc, c'est ça, je pense, le plus important. Vous savez, même, j'essaie de le dire le plus simplement possible pour que les gens comprennent. Je n'utilise pas de mots très compliqués, mais c'est exactement ça. Il ne s'agit pas uniquement de mettre des outils de dénonciation ou des outils de lutte contre la corruption sur les textes de façon théorique. Ce qu'il faut, c'est que la corruption, à un moment, entraîne la sanction. C'est principalement ça. Et donc, la haute autorité de lutte contre la corruption devrait, dans toutes les institutions de la République, avoir des représentants. Lorsqu'il y a dénonciation, il faudrait que la haute autorité de lutte contre la corruption soit accompagnée par une justice véritable qui fonctionne. Et donc ce n'est pas du seul fait, ce n'est pas l'institution seule qui doit exister, qui doit tout faire. Il faut que lorsqu'elle se saisit de la justice ou lorsqu'elle envoie un dossier en justice, il faut qu'on ait une justice indépendante, une justice véritable qui fonctionne et qui accepte et qui soit capable justement de se saisir de ces dossiers-là et de faire en sorte que le corrupteur se retrouve face à une justice qui agisse. Mais normalement, c'était à la HALC d'abord de nous prouver, depuis qu'ils ont donné le numéro vert, qu'est-ce que ça donne? Quels sont les Congolais qui ont déjà dénoncé à travers ces numéros verts? Et quels sont les gens qui ont été poursuivis par rapport à ces dénonciations-là? C'est plutôt à la HALC de venir, oui, de faire le bilan. On avait donné un numéro vert, mais par rapport à ces numéros verts, il y a eu tel Congolais qui a été interpellé, il y a eu ceci, non, on ne voit pas ça. Le fait de dénoncer une bonne chose. Mais il faut mettre les personnes qui dénoncent dans des bonnes conditions de dénonciation. Pour moi, je pense que c'est une bonne chose. Et je pense que ce n'est pas de la corruption que d'intéresser les personnes qui font des dénonciations, parce qu'il peut y avoir des dénonciations qui portent sur des sommes extrêmement colossales. Vous voyez, regardez, je vous donne un exemple. Vous avez vu au Gabon, lorsque le président de la transition, Oligui, a pris le pouvoir, vous avez vu qu'on a découvert chez certaines personnalités 4 milliards de francs. Supposez qu'il y ait un Congolais, un Gabonais, qui aille vendre cette information pour dire, là, si vous y allez, vous pouvez trouver 4 milliards. Évidemment, il ne vient pas vous dire, fait pour moi, il ne vient pas vous dire ça gratuitement pour que vous alliez récupérer les 4 milliards sans l'intéresser. Et je pense que la notion de numéro vert, je crois vous dites que c'est le 10-23, pour moi, il faut 2 bonnes conditionnalités. La première, non 3, la première c'est la confidentialité, la deuxième c'est la sécurité de la personne qui dénonce, et la troisième c'est l'intéressement de cette personne. Et si votre niveau d'intéressement est bon, vous allez également avoir beaucoup de capacités de dénonciation si vous respectez le critère de sécurité et de confidentialité. Parce que si je viens dire que chez vous, il y a 4 milliards, mais on peut me descendre. Hein? Donc, il faut que l'intéressement soit également à ce niveau. Et moi, je pense que ce n'est pas de la corruption que d'intéresser des personnes qui peuvent vous amener à faire rentrer des sommes importantes d'argent selon les cas et selon les conditions. Les cas de police et tout ça, il faut reconnaître qu'il y a un laxisme de la police. Mais nous tous, nous vivons, nous sommes soit conducteurs, soit quoi. Nous-mêmes, nous avons peut-être été appelés à donner. Mais il faut qu'il y ait un travail dans la police qui se fasse. C'est la police qui doit éradiquer ça. Et nous, les citoyens, ont le sentiment que c'est plutôt la police qui favorise ça. Ce n'est pas normal. Vous voyez un chauffeur de taxi ou de bus qui a des problèmes, bon, il glisse 2000 francs. Moi, ce n'est pas cette corruption-là que je souhaite que la haute autorité de lutte contre la corruption s'occupe. C'est justement à travers la sensibilisation, le travail de sensibilisation qu'elle fait dans les administrations, dans les structures, que les structures doivent prendre le relais
pour rayer ça. Aller au tribunal pour avoir le casier. Bon, maintenant, je crois que vous savez, le cas le plus flagrant, ça, on n'a pas besoin de la haute autorité de lutte contre la corruption. Allez discuter avec des Congolais, il y en a qui vous disent que le passeport, on dit officiellement c'est 50 000, mais pour l'avoir, il faut 300 000. Mais il s'agit quand même, assez souvent, des personnels même de la force publique. Est-ce qu'il est normal qu'on vive ça dans la force publique et que ça soit comme impuni? Vous avez vu les étudiants qui ont raté parfois les rentrées scolaires, etc. Ça, je crois que c'est un travail qui peut être fait. Et ça, moi, je proposerais, par exemple, au président de la haute autorité de lutte contre la corruption, mais de discuter de ça franchement avec le général Obara, etc., sur la base des témoignages précis. Et ça, il peut y avoir des témoignages. Mais là, vous n'aurez pas besoin d'intéressement s'il y a des jeunes qui se plaignent pour le passeport, pour la carte nationale d'identité et autres. Mais sinon, moi, j'oriente beaucoup plus l'action de la haute autorité de lutte contre la corruption sur les gros scandales économiques et financiers. Et c'est le président qui a dit, s'agissant des délits économiques, il n'y aura ni menu fretin, ni gros poisson. Tout passera dans la nasse du droit et de la justice. Seul prévaudra le droit à la justice. Mais je vous rappelle qu'il y avait un débat avant que monsieur Ondongo Lita n'arrive, il y avait un débat entre l'Amir Ngele et le procureur de la République. L'Amir Ngele, qui était à la commission de lutte contre la corruption, reprochait au parquet de ne pas faire suivre les dossiers qu'on lui envoyait de poursuites judiciaires. Donc là aussi, il y a un autre niveau de travail qui doit être fait entre la haute autorité de lutte contre la corruption et le parquet pour que tout le monde soit en harmonie. Il faut en réalité une volonté politique globale, un courage politique pour que vous menez ce combat et que vous alliez de l'avant. Oui, j'aurais quand même une suggestion à faire, c'est celle de se doter, n'est-ce pas, d'un mécanisme de priorisation des enquêtes et autres. Hein, parce que l'on a l'impression, je reprendrai des propos tenus par le chef de l'État dans l'institut de la Nation, l'on a l'impression parfois qu'il existe des gros poissons et des petits poissons et qu'en certaines circonstances, on préfère s'attaquer à ceux prétendument présentés comme des petits poissons, tandis que ceux prétendument présentés comme étant de gros poissons vaquent tranquillement à leurs occupations, n'est-ce pas, et se permettent de porter atteinte à l'intérêt général de manière parfois dangereuse. Hein, c'est le cas de le dire. Donc il devrait y avoir un outil dont cette institution devait se doter pour permettre de faire en sorte que les enquêtes menées en lien avec la lutte contre la fraude et la corruption puissent être menées de la manière la plus objective possible, hein, et ce, je le répète encore, par la mise en place d'un process qui ne privilégie pas, n'est-ce pas, des citoyens, hein, au détriment d'autres. Mais il faut d'abord commencer par comprendre, est-ce que la HALC a vraiment la volonté de bien travailler? Parce que quand on a la volonté de bien travailler, ça se fait voir. Hein. Déjà, si vous voyez, l'Amir Ngele a été, on peut dire, viré, chassé, parce qu'il a fait un rapport. Et ce rapport a indexé les membres du gouvernement, les autorités. Mais où est ce rapport? C'est classé dans le tiroir. La HALC doit commencer par là. La continuité de ce que l'Amir Ngele avait laissé. Et la HALC doit avoir des représentants dans toutes les villes de la République. On est ici à Pointe-Noire. Hein. Je connais plein de cas de corruption. Moi, je peux mettre la HALC au défi. Si la HALC veut vraiment bien travailler, moi, Maketa, je peux me porter garant de donner les informations de la corruption qui se passe ici à Pointe-Noire. Moi, je suis agent municipal, mais il y a des agents municipaux qui sont en France, mais leur salaire passe, je connais les noms. Donc, je peux vous dire que la HALC n'a pas envie de travailler. Si la HALC a envie de travailler, il doit fonctionner avec les leaders d'opinion qui dénoncent déjà sur les réseaux sociaux. Ils nous suivent. Vous imaginez, tu es recruté à la mairie avec la licence, mais il y a d'autres agents municipaux qui ont la licence qui gagnent 3 fois ton salaire et vous n'avez pas le même salaire. N'est-ce pas la corruption? Tu es aujourd'hui attaché à la primature, mais tu es encore chef de service à la mairie alors que tu n'es pas agent municipal. La HALC doit se prendre au sérieux. Parce que mon jeu, comme les processus d'institution ne fonctionnent pas. L'institution HALC doit s'appuyer sur les leaders d'opinion, les personnes qui dénoncent déjà. Vous imaginez à Pont-Noir, on ne connaît pas où se trouve la HALC.
on ne connaît pas les représentants à Pointe-Noire. On va dire que ça fonctionne. Bon, moi je pense, il faut d'abord qu'il ait le courage. 2, il faut qu'il harmonise ce qu'il fait avec un certain nombre d'institutions. Parmi ces institutions, celles que je vois les plus en vue, il y a l'Assemblée, il y a le Sénat. Ensuite, il doit avoir le soutien de l'autorité politique, c'est-à-dire du président de la République. Mais quand je me réfère à un certain nombre de discours qui ont été faits ces derniers temps, je pense qu'il devrait bénéficier de ce soutien. Et ça, j'y tiens. Pourquoi? Parce que je considère cette lutte ayant comme 2 aspects importants. L'aspect juridique et l'aspect politique. Tout ne peut pas se traiter au plan juridique. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que lorsqu'il a des dossiers, c'est à lui d'apprécier. Lorsqu'il a des dossiers, c'est à lui de s'approcher de l'autorité politique pour voir sous quel angle ça peut être traité. Soit sous l'angle juridique, soit sous... Je vous apprends, enfin je ne vous apprends rien. L'Arabie Saoudite, quand elle a récolté, elle a pu collecter cette fois une somme importante, mais c'est le prince qui venait d'être mis en place, qui a pris les autres princes, les ministres et tout ça. Il les a enfermés dans un grand hôtel. Donc le plus grand hôtel de Riyad avait été réservé rien que pour les dignitaires du pouvoir, en leur disant, nous avons des dossiers, des informations sur vous. Bon, dites-nous, faites-nous vos propositions sur ce que vous proposez au royaume. Si les propositions sont intéressantes, on vous libère. Vous n'avez pas de justice, vous n'avez pas de prison. Mais si ce n'est pas intéressant, votre cas sera étudié. Mais c'est comme ça qu'ils ont pu. Donc ça, je trouve que c'est une approche politique. J'ai appris aussi qu'en Angola, avant qu'on arrive à l'aspect juridique, il semble que le président Lourenço, quand il venait d'accéder au pouvoir, avait mené la démarche de faire comme des propositions de négociation aux personnes qui étaient suspectées de tenir des sommes importantes, qui étaient peut-être tirées du trésor ou autre. Et il semble qu'il y en a qui ont concédé, il y en a qui ont refusé, mais quand vous refusez, évidemment, ça veut dire que vous risquez de faire le choix. Donc il a besoin du soutien politique. Sans soutien politique, il ne peut pas avancer. Ça, c'est mon point de vue. Mais ensuite, l'autre point que j'attire pour lui-même, quand il se lance sérieusement là-dedans, il faut que sa sécurité soit assurée. J'ai lu dans beaucoup de réseaux sociaux, j'ai lu dans beaucoup de journaux qu'au Nigeria, par exemple, avec le contexte du Nigeria, c'était une dame qui s'occupait de la lutte contre la corruption, mais c'était la personnalité la mieux gardée du pays. Ça veut dire que les gens estiment que quand vous touchez à certains intérêts, évidemment, il faut qu'en retour, l'État prenne soin de vous. Donc les conseils que je lui donne, ce sont ceux-là, mais il faut qu'il prenne le courage, parce qu'avant lui, l'Amir Ngele au moins a fait déposer. Vous savez bien que Jean-Marc Tissé-Chikaya a un dossier, etc. Il y a d'autres personnalités qui ont des dossiers au parquet. Au moins, ils étaient là-bas. Une fois qu'ils sont déposés, qu'ils n'avancent pas, en ce moment-là, il faut certainement se référer à l'autorité politique pour voir le traitement qui peut être accordé à ce genre de dossier. Mais il faut vraiment qu'il s'entoure de beaucoup de précautions et que ses collaborateurs également puissent bénéficier des mêmes aspects de sécurité parce qu'on ne sait jamais, ça peut arriver. Voilà un peu le commentaire que je voulais faire.